Et si les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art n'étaient en réalité que des codes cachés? Et si l'un des plus brillants esprits de la Renaissance avait utilisé la peinture comme un portail vers une vérité que l'humanité n'était pas prête à connaître? Pendant des siècles, les œuvres de Léonard de Vinci ont été admirées, étudiées, vénérées, mais aussi mal interprétées. Ce génie universel, ingénieur, peintre, inventeur, anatomiste et visionnaire, a laissé derrière lui une énigme. Pas une énigme évidente, non, mais une énigme visuelle, invisible à l'œil nu. Une énigme que seule l'inversion peut révéler. Quand certains chercheurs, amateurs d'art ou passionnés de cryptographie visuelle ont commencé à retourner numériquement les tableaux de Léonard, ils n'étaient pas prêts à ce qu'ils allaient découvrir. Car en inversant certaines de ses toiles les plus célèbres, comme la Joconde, la Seine ou Saint Jean-Baptiste, des formes étranges apparaissent. Des silhouettes inhumaines, des visages dissimulés, des entités que nul ne devrait voir. Certaines de ces visions évoquent même des présences non humaines, des symboles d'un autre monde, des révélations troublantes qui pourraient bien changer notre perception de l'histoire, de l'art et de la réalité elle-même. Cette histoire est bien plus qu'une théorie du complot artistique. C'est un voyage à travers les siècles, dans les mystères codés d'un génie incompris. Et ce que vous allez découvrir au fil de cette vidéo va littéralement bouleverser ce que vous pensiez savoir sur Léonard de Vinci et sur le monde dans lequel vous vivez. Préparez-vous à une enquête visuelle, historique et ésotérique en 4 chapitres qui lèvent le voile sur les peintures inversées de Léonard de Vinci et les secrets terrifiants qu'elles dissimulent. Et si ce genre de récit vous passionne, si vous aimez explorer les mystères les plus sombres de notre passé, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes pour ne rien manquer. Laissez un like si cette énigme vous intrigue et ouvrez grand les yeux. Ce que vous allez voir ne pourra pas être oublié. Tout a commencé par ce que l'on croyait être une simple erreur de manipulation numérique. En 2003, dans un petit studio d'art numérique de Milan, un graphiste du nom de Luca Moretti travaillait sur une version restaurée de la Joconde pour une exposition interactive dédiée aux chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. L'idée était simple, proposer une version numérique HD des tableaux permettant de zoomer, analyser, explorer les moindres détails. Un projet pédagogique. Mais une nuit, en finalisant les derniers rendus, Luca s'en mêle dans les calques de Photoshop. Par inadvertance, il inverse horizontalement le tableau de la Joconde. Un simple Ctrl plus T, une bascule miroir, une erreur banale. Sauf que cette fois, ce n'était pas banal. Ce qu'il voit à l'écran le glace instantanément. Le sourire énigmatique de Mona Lisa n'est plus un sourire. Les yeux, autrefois doux, prennent une expression cruellement inhumaine. Et au niveau du fond, là où autrefois s'étendaient des collines vaporeuses, on croit maintenant voir une forme symétrique, quasi crânienne, comme 2 orbites noires flanquées de lignes qui ressemblent à une colonne vertébrale inversée. Il ne comprend pas. Il essaie de rétablir l'image, puis il refait l'inversion. À chaque fois, cette silhouette inquiétante apparaît. Il appelle un ami spécialisé en imagerie médicale. Ce dernier lui envoie un message troublant. On dirait une IRM, mais pas d'un humain, plus comme une structure semi-organique. C'est impossible, mec. À partir de là, l'obsession commence. Pour comprendre l'impensable, il faut revenir 5 siècles en arrière, dans l'atelier d'un homme hors du commun. Léonard de Vinci n'était pas seulement un peintre, il était cryptographe, anatomiste, ingénieur militaire, et surtout, un curieux insatiable, dont le carnet de notes, écrit à l'envers, dans une calligraphie miroir, a longtemps déconcerté les chercheurs. Pourquoi écrire à l'envers? Certains diront, pour cacher ses idées. D'autres, pour éviter la censure de l'Église. Mais une théorie bien plus dérangeante émerge depuis peu. Et si Léonard peignait aussi à l'envers? Et si certaines de ses œuvres étaient volontairement composées pour révéler leur véritable visage une fois inversé? Les experts pensaient que c'était de l'interprétation excessive, jusqu'à ce que des analyses récentes, menées par le laboratoire de neuroesthétique de l'Université de Bologne,
démontre que plusieurs zones floues de la Joconde prenaient sens une fois retournées. Un exemple frappant. Le pli du voile sur l'épaule gauche de Mona Lisa, qui, inversé, forme une silhouette humaine aux proportions non euclidiennes, avec une tête oblongue et des bras tordus, semblables à des membres reptiliens. Coïncidence? Peut-être. Mais alors pourquoi retrouve-t-on la même forme, inversée, dans un croquis anatomique de 1507, rangé dans le Codex Atlanticus? Une forme identique, superposable. Quel lien entre les deux? Pourquoi un motif caché dans un tableau ferait-il écho à une étude anatomique? Léonard savait-il quelque chose? Et puis, il y a les yeux. Certains analystes d'images ont passé des mois à explorer les micro-contrastes de la Joconde inversée. À la loupe infrarouge, ils détectent une zone plus sombre, juste au-dessus de la pupille gauche, donc la droite du spectateur. Une anomalie minuscule. Un artefact graphique? Non. Une couche de peinture légèrement différente, plus dense. Ce n'est visible que sous des filtres spécifiques. Ce détail n'est pas censé exister. Et pourtant, là, sous ce filtre, on voit un autre œil, dissimulé dans la structure du premier. Et cet œil nous regarde. Il n'appartient pas à Mona Lisa. Trop grand, trop profond, presque insectoïde. Il semble dire « Je suis là, depuis le début ». Certains y voient un symbole, d'autres, une entité, une intelligence. Des passionnés comparant les motifs du fond à ceux des géoglyphes de Nazca ou au cercle de culture. On entre alors dans un délire visuel où chaque forme devient signifiant. La robe devient un torse. Les plis, des membres tordus. L'arrière-plan, un crâne surmonté d'une couronne de lumière. L'effet de pareidolie est réel, mais il ne suffit pas à tout expliquer. Un manuscrit attribué à Léonard, nommé Codex Hypnos, fut découvert dans les années 1960 dans une collection privée en Suisse. Le Vatican aurait tenté d'en interdire la publication. Ce codex, dont l'authenticité est débattue, décrit un rêve récurrent de Léonard, consigné sur des pages entières. Je suis dans une pièce sans mur. Au centre, un visage, immobile. Ni homme, ni femme. Le visage s'ouvre, et des mondes en jaillissent. Un œil flotte, et je comprends que ce n'est pas un rêve, mais un souvenir. Page après page, Léonard décrit des visions d'êtres sans chair, de lumière froide, de machines silencieuses qui lisent dans la pensée. Ces descriptions, mises en parallèle avec la Joconde inversée, sont troublantes. Et surtout, page 73 du Codex contient un croquis, un miroir faisant face à un tableau, avec une annotation. C'est ainsi qu'ils se montrent à moi, à l'envers, toujours à l'envers. En 2019, un chercheur indépendant italien, Matteo Vasari, superpose numériquement les deux moitiés inversées de la Joconde. Une technique appelée symétrie bilatérale miroir. Résultat, un nouveau visage émerge. Il n'est ni celui d'un humain, ni de Mona Lisa. Ce visage est parfaitement symétrique, trop lisse, trop stable. Il a des traits allongés, des orbites profondes, une absence totale de bouche. Et surtout, il ressemble étrangement aux descriptions modernes d'un grey, ces entités extraterrestres popularisées dans les récits d'abduction. Rationalistes, sceptiques, historiens, tous ont tenté d'expliquer cette apparition comme une illusion visuelle. Mais alors, pourquoi ce visage revient-il exactement dans d'autres œuvres inversées de Léonard, comme Saint Jean-Baptiste et la Vierge au rocher? Toujours le même, toujours en miroir, toujours caché sous la peinture. Des voix commencent à s'élever. Et si Léonard avait eu des visions? Et si ses croquis, ses inventions, sa fascination pour le vol, les étoiles, la dissection du réel, n'étaient pas que le fruit de son génie, mais d'un contact? Un contact visuel, par les rêves, par l'art, par l'image inversée. Peut-être qu'il n'était pas le seul, mais il fut le premier à comprendre comment transmettre le message, à travers la peinture, les proportions, la lumière, et surtout, le miroir. Et si nous avons mis 5 siècles à nous en rendre compte, c'est peut-être parce que nous n'étions pas prêts à voir. Milan, couvent Santa Maria del Grazi,
Sur l'un des murs du réfectoire, une scène monumentale, peinte entre 1495 et 1498 par un homme qu'on disait illuminé, Léonard de Vinci. La scène, représentation du dernier repas du Christ avec ses disciples, un classique de l'iconographie chrétienne. Mais ici, quelque chose ne va pas. Depuis sa création, l'œuvre intrigue. Le Christ n'a ni auréole, ni calice. Le pain rompu est absent, et aucun apôtre ne semble tenir la coupe du sang. Et surtout, il y a Jean, assis à sa droite, qui a tous les traits d'une femme. Pendant des siècles, les observateurs ont trouvé cela étrange. Certains murmurent qu'il s'agirait en réalité de Marie-Madeleine, épouse cachée du Christ, mère de sa descendance. Une idée popularisée bien plus tard par Dan Brown dans Da Vinci Code. Mais ce que Dan Brown n'a jamais révélé, c'est ce qui se passe quand on inverse numériquement cette fresque. En 2017, l'historien visuel Lorenzo Bellati, expert en symbolisme sacré, entreprend un projet personnel: inverser numériquement toutes les œuvres religieuses majeures de Léonard. Quand il retourne horizontalement la scène, quelque chose d'inhabituel se produit. À première vue, tout semble pareil. Mais lorsqu'il superpose la version inversée sur la version originale, en jouant sur l'opacité à 50%, un troisième visage apparaît. Un visage central, un visage impossible. Le Christ et Jean, Marie-Madeleine se fondent pour former une entité androgène, aux yeux éteints, à la peau pâle comme la cire, et dont la bouche forme un mot codé. Veritas, la vérité. Mais ce n'est pas tout. Sur les flancs, les 12 apôtres se croisent en miroir, et certains gestes s'alignent pour former des formes géométriques sacrées. Une étoile à 6 branches. Un œil inversé, encadré par les bras croisés de Pierre et Jacques. Un compas maçonnique, tracé entre les bras de Thomas et Philippe. Impossible que cela soit accidentel. Mais ce qui glaça véritablement Bellati, ce n'est pas ce visage fusionné. C'est ce qui apparaît à gauche du tableau inversé, là où Judas Iscariote est représenté, tenant la bourse de trahison. Car dans la version miroir, une ombre surgit de sa silhouette, comme un visage noir, non humain, fusionné avec sa tunique. Un être qui observe le Christ, mais regarde aussi le spectateur. En ajustant les contrastes, les contours d'un crâne allongé apparaissent, semblables aux représentations akhénatoniennes ou aux statues Olmèques. Mais ce n'est pas de l'art symbolique. Ce crâne est identique à celui découvert sous la cathédrale de Chartres, dans un sarcophage interdit au public, datant d'avant l'ère chrétienne. Des experts l'ont mesuré, pas humain, trop large à la base, trop profond au sommet, aucun cartilage nasal, aucune cavité buccale normale. Sous la scène se trouvent des couches de peinture superposées, invisibles à l'œil nu. En 2021, une analyse par spectroscopie infrarouge menée par des chercheurs italiens révèle qu'en inversant les couleurs spectrales et en analysant les trames rouges de la fresque, on peut reconstituer des symboles dissimulés dans le verre de vin posé devant Barthélemy. Ces symboles ne correspondent à aucun alphabet connu, mais leur tracé est identique à un alphabet protocopte retrouvé dans des tablettes de pierre à Abydos, Égypte, datant de plus de 3000 ans avant notre ère. Traduction possible: celui qui boira la coupe de l'élu reverra les étoiles. Qui sont les étoiles? Des anges, des dieux, des visiteurs. Pourquoi ce message se trouve-t-il dans une œuvre chrétienne peinte par un homme de la Renaissance? Et surtout, pourquoi Léonard avait-il ces connaissances? En 1501, une lettre interceptée par les archives de Venise indique que Léonard fut interrogé secrètement par un envoyé du Vatican. Objet de la convocation, la nature de ses fresques, jugée trop allusive, trop étrangère à l'enseignement sacré. Mais l'entretien fut annulé. L'envoyé meurt sur le chemin du retour. Officiellement, empoisonnement accidentel. Mais selon des notes codées retrouvées dans un carnet caché de Léonard, l'homme aurait été anéanti par ceux qui nous observent, comme s'il avait vu quelque chose. Et voici le plus terrifiant. Léonard écrit ensuite: « Je n'ai pas peint ce que j'ai vu, j'ai peint ce qu'on m'a montré. »
Et maintenant je comprends pourquoi ils veulent me faire taire. Dans les années 1980, un document ultra confidentiel appartenant aux archives secrètes du Vatican est discrètement photographié par un initié anonyme. Il est marqué « Classé Vigilo Aeternus », celui qui veille éternellement. Ce document liste 7 œuvres d'art à ne jamais analyser par inversion miroir. Parmi elles, la scène La Vierge au rocher, Saint Jean-Baptiste, la Joconde, la note manuscrite d'un cardinal y figure. Toutes ont été contaminées. Léonard a vu, il a peint ce qu'il ne fallait pas, ce qu'on lui a soufflé. Léonard contaminé, par quoi? Une entité, une intelligence. Et si ce que l'on appelle inspiration divine n'était pas humaine? Dernier fait troublant. Dans le regard du Christ inversé, 2 chiffres apparaissent lorsqu'on scanne les pixels à l'échelle nanométrique, 42 et 19. Ce ne sont pas des coïncidences. Selon la Kabbale, 42 est le nombre de lettres du nom divin, et 19, en numérologie mystique, est le nombre du retour. Les 2 combinés forment le code des porteurs. Une ancienne prophétie juive dit « Celui qui verra les 2 nombres dans le regard de l'élu aura vu la vérité et ne dormira plus jamais. » Bellati n'a plus jamais dormi paisiblement après ses analyses. Il vit aujourd'hui reclus, dans une abbaye oubliée, refusant tout contact avec le monde extérieur. Il aurait fait graver sur la porte de sa cellule. Il regarde à travers les peintures. Arrive alors cette question dérangeante. Et si les œuvres de Léonard n'étaient pas seulement de l'art, mais des dispositifs, des mécanismes de transmission codés, des miroirs portails, des messages pour d'autres? Car ce que révèle la scène, une fois inversée, dépasse la foi. Cela touche à l'origine même de notre conscience, à la géométrie sacrée, à la perception du réel. Et si ces œuvres, une fois retournées, activaient quelque chose en nous, un souvenir enfoui, une peur oubliée, ou un savoir, trop ancien pour être humain? Nous retrouvons Saint Jean-Baptiste, peint vers 1513-1516. L'œuvre est célèbre. Un jeune saint à l'allure androgyne, au regard intense, pointant son index droit vers le ciel, comme un guide silencieux vers une promesse divine. C'est l'une des toiles les plus mystérieuses du maître. Son fin sourire en coin, son regard hypnotique, sa posture énigmatique suscitent la fascination et l'interrogation depuis des siècles. Les historiens se perdent dans les spéculations. Symbole de la virginité, écho d'une sexualité ambiguë, réflexion sur le sacré et l'immatériel. Mais jamais personne ne s'est arrêté assez longtemps pour la retourner. En 2020, la graphiste et chercheuse Isabella Ruiz, fascinée par les illusions visuelles, choisit de renverser Saint Jean-Baptiste. Elle publie une analyse automatisée sur les réseaux, invitant à observer quels détails cachés apparaissent. Ce que les yeux ignorent au premier regard, l'inversion numérique le révèle en 2 temps. Les nuances de la main droite, celle qui pointe, inversée horizontalement, dessinent une figure animale allongée. Une sorte de dragon à tête fine, queue recourbée, rampante le long de la manche. Mais c'est la queue qui capte l'attention. Elle se termine en spirale dorée, semblable au motif serpent d'anciennes civilisations précolombiennes. Le fond sombre derrière Jean-Baptiste, une fois inversé, fait émerger un visage caché, extrêmement fin, presque transparent. Une entité spectrale, yeux fermés, bouche entr'ouverte, comme figée dans un cri silencieux. Le doigt du saint, dans ce nouvel ordre, pointe directement vers cette bouche fermée. Le geste n'est plus prophétique, mais tragiquement dirigé vers une vérité tue, muette. Isabella décrit sa réaction. En inversant l'image, on ne regarde plus un geste religieux, on découvre un doigt qui accuse, un secret qu'on nous ordonne de taire. Passons à la technique. Des spécialistes en biométrie visuelle obtiennent la version numérique haute résolution de l'œuvre et en inversant les pixels. Ils constatent alors les proportions de la main, auparavant harmonieuses, deviennent trop parfaites, comme photocopiées, façonnées selon une géométrie non humaine. Les doigts du saint, une fois inversés, forment une triangulation exacte. 2 doigts se superposent parfaitement avec le doigt pointé,
créant un triangle isocèle dont les angles correspondent au nombre d'or, un chi 618. Trop précis pour être accidentel. Et ce triangle ne pointe pas seulement vers la main, mais vers le visage inversé dans l'ombre. Imaginez ce message implicite. Regardez ici. Ne manquez rien. Là encore, la symbolique rejoignant l'ésotérie s'impose. Le geste du doigt pointé ne renvoie plus simplement au ciel. Inverse, il devient une connexion vers une main d'argent. Un symbole apparaissant dans plusieurs récits anciens de contact extradimensionnel, décrivant un appendice spectral guidant l'esprit humain vers qui? Vers quoi? Dans un passage du manuscrit de Rennes, un chroniqueur du XIIe siècle décrit une apparition. Et une main d'argent s'élève, comme pour montrer le chemin. Mais seuls ceux qui regardent au-delà peuvent comprendre. Coïncidence? Probablement pas, si l'on considère que Léonard lisait des traductions latines de ses manuscrits. Des microscans infrarouges révèlent des microsymboles tracés autour de la main et du visage inversé. Des glyphes triangulaires. Des lettres hébraïques, SH, Idgeklel, traduisant le mot Shiloh, nom messianique. Des symboles géologiques, spirales, vagues, croisillons, identiques à ceux retrouvés dans des grottes d'Aurignac en France, vieux de 30 000 ans. Tout est là, s'il suffit de savoir regarder. Main, doigt, visage inversé, géométrie sacrée, symbole préhistorique, référence à un nom messianique. En 2021, un médium anglais, Clara Montgomery, participe à une expérience immersive. Isolée dans une pièce noire, elle visualise le tableau inversé sur grand écran, tout en induisant un état de transe. Sa description. La voie du doigt s'est transformée en un tunnel argenté. À l'intérieur du tunnel, j'ai vu une forme humaine immense, entourée d'enfants silencieux. Ils ne bougeaient pas, seulement, ils observaient. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais ce n'est pas humain. Son témoignage, bien qu'anecdotique, renforce ce que d'autres ont perçu visuellement. Un geste prophétique, un message adressé à ceux qui peuvent voir. Une autre découverte stupéfiante, un constellaire caché. En 2022, l'astronome amateur Dr Khaled Rami superpose la main inversée et son doigt sur des cartes stellaires. Résultat, un alignement quasiment parfait avec la constellation d'Orion, ces 3 étoiles de la ceinture alignées sur la manche inversée, et le doigt pointant vers Bételgeuse, l'étoile rouge. Cela soulève plusieurs questions. Léonard connaissait-il des cartes stellaires inconnues? Voulait-il signaler une étoile particulière? Est-ce une coïncidence? Les chances de cette correspondance géométrique sont estimées à moins de 0,02%. Pour Khaled Rami, ceci est plus qu'un hasard. Léonard avait accès à des données astronomiques secrètes et les a codées dans ses gestes. Nous voilà face à un dilemme vertigineux. Inversez un geste sacré et vous découvrez une main d'argent, un visage muet, accusateur, des glyphes anciens, une carte étoilée. Le message semble clair. Nous vous regardons, nous vous guidons. Qui est ce nous? Des êtres d'un autre monde? Des consciences cosmiques? Une intelligence que Léonard a perçue, ou peut-être même rencontrée. Depuis ces révélations, de nombreux chercheurs se sont mis à inverser d'autres œuvres de Léonard, notamment la Vierge au rocher, obtenant des visages semblables, des détails symboliques, des gestes inversés porteurs de signes. Se trouvent harcelés par des groupes religieux, par la mafia de l'art, par ce que certains appellent les gardiens du code, décidés à maintenir le secret. Ont vu leurs comptes désactivés, leurs conférences annulées, leur matériel informatique crypté. Le message est clair, ne pas creuser plus loin. Face à tout cela, vous vous demandez peut-être pourquoi ces découvertes? Que savait Léonard? À qui ces œuvres étaient-elles destinées? Et surtout, sommes-nous prêts à regarder ce que cela implique? Un message à Bételgeuse, un appel silencieux vers d'autres consciences, ou une invitation à franchir un seuil que Saint Jean-Baptiste, à l'envers, nous invite à pénétrer.
Léonard de Vinci a peint la Vierge au rocher en 2 versions. La première, conservée au Louvre, peinte vers 1483. La seconde, au National Gallery de Londres, réalisée environ 20 ans plus tard. Les 2 tableaux montrent une Vierge Marie, accompagnée de l'enfant Jésus, de Jean-Baptiste enfant et d'un ange. Mais les différences sont troublantes. Dans la version du Louvre, la Vierge semble bénir Jean-Baptiste. Dans celle de Londres, elle bénit Jésus. Mais ce n'est pas tout. Dans les 2 tableaux, le décor rocheux est omniprésent, presque oppressant. Des grottes, des fissures, des colonnes naturelles. Une architecture chaotique. Trop détaillée, trop calculée pour n'être qu'un fond. Et si ce n'était pas un simple paysage? Et si Léonard avait caché un passage, une porte, une structure, inversée dans les entrailles de la Terre? En 2023, l'historienne d'art Margot Steiner publie un article passé inaperçu. Elle utilise des outils de modélisation 3D pour renverser les 2 versions de la Vierge au rocher. Verticalement d'abord, puis horizontalement. Ce qu'elle découvre va tout changer. En juxtaposant les 2 images inversées, les rochers deviennent des têtes, des visages hybrides mi-humains, mi-animaux. La Vierge, dans la version inversée, n'est plus une figure maternelle mais semble faire un geste de protection, voire de défense. Les enfants, eux, semblent fuyants, tirés par des forces invisibles vers le fond du tableau, comme happés dans un vortex d'ombre. Mais le plus terrifiant, c'est ceci. Au centre exact de l'image inversée, un œil apparaît. Un œil vertical, reptilien, formé par les ombres croisées d'une stalactite et d'une colonne de roche. Un œil qui regarde le spectateur. Des architectes analysent la structure des roches inversées. Et là encore, la surprise. Les formations rocheuses suivent une symétrie fractale typique d'une machine organique. Des portions entières de l'arrière-plan inversé ressemblent à des composants biomécaniques semblables à des vertèbres, des pistons, des chambres à vide. Le mathématicien Alexei Dorov superpose une image IRM d'un cerveau humain au tableau inversé. Résultat, le décor rocheux épouse exactement les lignes du cortex et du système limbique. Léonard a peint un paysage qui est un cerveau, inversé, caché, sacré. La grotte n'est pas un lieu, c'est un esprit, ou pire, un dispositif conçu pour modifier le nôtre. Une étude de l'Université de Florence révèle une série de proportions dans la version inversée. Le placement des personnages suit une spirale de Fibonacci. Inversée. Les lignes verticales du tableau reproduisent la géométrie d'une matrice cellulaire embryonnaire. La position de la Vierge, tête inclinée, mains posées comme des arcs, forme une arche, sous laquelle passe un faisceau invisible reliant les 2 enfants. Or, ce type de schéma a été retrouvé dans les fresques de la grotte de Chauvet, vieille de 36 000 ans, où certains animaux sont peints en double, comme fusionnés dans des gestes étranges. L'hypothèse la plus terrifiante surgit alors. Et si Léonard n'avait pas peint la naissance? Mais l'implantation d'une autre conscience dans l'humanité. Zoomons sur l'enfant Jean-Baptiste, dans la version inversée. Son visage est légèrement tordu. Inversé, il semble rire. Mais ce n'est pas tout. Une fois le tableau inversé en couleur négative, un détail surgit. Une ligne noire le relie à l'ange. Une autre ligne, à peine visible, part de son cou et remonte jusqu'au rocher, formant une silhouette nébuleuse derrière lui. Cette silhouette, une fois filtrée et nettoyée, représente une créature humanoïde, à 3 yeux et une bouche ouverte. Elle semble chuchoter à l'enfant. Personne ne l'avait vue jusque-là. Dans un manuscrit attribué à Léonard, retrouvé en 2019 dans un monastère de Milan, une page annotée indique « La roche est le ventre du monde. Ce que l'on croit vide est plein. L'œil ne voit pas ce que la main ne touche pas. » Plus bas, un dessin représente une structure inversée, avec un enfant au centre d'un cercle, relié par des lignes à 4 figures dans les coins, un oiseau, un lion, un serpent, une figure humaine. Les experts pensent que c'est une allégorie des archétypes, des entités placées autour d'un embryon spirituel. Mais le plus fou,
le dessin correspond exactement à la disposition des personnages dans la Vierge au rocher, si on la retourne. Des spécialistes du symbolisme cathare, gnostique et soufi convergent sur une théorie commune. La Vierge aux rochers inversés montre la descente d'une âme non humaine. Un enfant porteur qui fusionne l'humain avec une autre forme d'intelligence. Dans les textes apocryphes gnostiques, on parle de Abraxas, entité composite, à la fois créatrice et destructrice. Léonard, féru d'ésotérisme, aurait connu ses écrits à travers Marsile Ficin, traducteur de la Table d'Émeraude. Encore plus troublant, un groupe de chercheurs en archéoastronomie cartographie les formes du fond rocheux inversé. Ils découvrent une structure identique à la nébuleuse d'Orion, photographiée par Hubble, 500 ans après Léonard. La structure des roches imite le cœur de la nébuleuse, la forme de l'amas trapézium, et même l'axe de la colonne de poussière où naissent des étoiles. Autrement dit, Léonard a peint la genèse d'une étoile vivante, ou d'un être venu des étoiles. Un dernier détail, dans l'angle inférieur droit du tableau inversé, une petite fissure en forme d'arche. Une modélisation 3D révèle que, vue sous un certain angle, elle forme une porte en trapèze inversé, identique aux entrées des chambres du grand sphinx de Gizeh. Les Égyptiens disaient que ces portes menaient au roi des étoiles, êtres hybrides au visage d'animaux. Or, dans la Vierge aux rochers inversés, les ombres autour de la porte esquissent des têtes animales. Encore une fois, tout concorde. Nous avons traversé 4 peintures, 4 portails inversés. Nous avons vu des visages dissimulés, des structures géométriques impossibles, des étoiles cachées dans les ombres, des esprits invisibles, peints entre les lignes. Et nous revenons à la Vierge au rocher, cœur du mystère, là où tout commence, où tout finit. Léonard nous avait prévenus. Il savait. Il a codé des messages pour ceux qui sauraient voir à l'envers. Des portes vers l'indicible. Et voilà, tu es arrivé au bout de ce voyage fascinant à travers les œuvres inversées de Léonard de Vinci. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi cherche plus que de simples images. Quelque chose en toi entend l'appel des mystères, des vérités oubliées, des histoires qu'on ne lit pas dans les manuels d'école. Tu viens d'explorer des couches cachées de l'histoire, de l'art, de l'ésotérisme, et tu l'as fait avec ouverture, avec courage et avec curiosité. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ton attention est précieuse, ton temps a une valeur. Et si tu l'as offert à cette histoire, c'est que tu fais partie de ceux qui osent regarder derrière le voile. Dis-nous en commentaire ce que tu as ressenti, ce que tu penses avoir vu, ce qui t'a marqué. Peut-être as-tu repéré un détail que même nous n'avons pas vu. Si tu as aimé cette vidéo, like-la. C'est ton moyen de nous dire « Continuez ». Abonne-toi à la chaîne Histoires émouvantes pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et surtout, active la cloche pour recevoir les alertes dès que de nouvelles vérités oubliées refont surface. Parce que ce que nous venons d'explorer n'est pas un point final. Ce n'est que le premier chapitre. Et si Léonard n'était pas le seul à avoir peint l'indicible? Encore une fois, merci à toi. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, partagent, commentent et gardent de vivante cette quête de sens, d'émotion et de mystère. À très bientôt, dans une prochaine Histoire émouvante.